Amateurs de bande dessinée, de gognos et de mauvaise foi, bonsoir et bienvenue à E égale RG2, votre rendez-vous hebdomadaire de bande dessinée estivale à CKRL. Car, bien sûr, qui dit été, dit BD, et quoi de mieux par un bel été que de rester chez soi à lire des bandes dessinées. Et c'est ce qu'on fait pour vous tout l'été. Autour de la table avec moi cette semaine, François Angers. Mon nom, Alex Drouin. Salut Alex. Salut, ça va bien? Salut Guillaume Plante. Salut François, salut Alex. Salut. Et le grand retour de Tania Beaumont. Salut Tania. Salut les gars. Tania qui n'était pas avec nous dans les 2 premiers épisodes parce qu'elle avait mal lu le concept de cette année et elle avait commencé à lire toutes les bandes dessinées. Ben, je pensais que c'était ça, sinon on peut pas vraiment faire un bon choix. Ouais, mais c'est pas tout à fait ça. On n'est pas obligé d'être aussi... Ah nous, on non? en lit une par semaine, là, puis c'est bien en masse. C'est limite trop. Oui. Ok. Je pense que ça allait bien ton affaire. T'es rendu dans les cas, je pense. Ouais. Ouais, c'est bon. Quand même. Moi, tu sais, les 2 dernières semaines, là, j'ai lu les 4e de couverture, là, puis c'était bien en masse. J'ai du temps, moi, c'est pour ça, j'en ai profité pour lire. Alors, qu'est-ce que c'est E égale RG2? Alors, je vous explique bien rapidement. On fait le combat des genres. Donc, à chaque semaine, nous, on a un goniomètre. Guillaume, qu'est-ce qu'un goniomètre? Ça mesure les gognos. Exactement. Et nous, on en a acheté un. Et à chaque semaine, le goniomètre nous détermine un thème, un genre de bande dessinée. Comme la semaine dernière, c'était la BD fantastique. Oui. La semaine d'avant, c'était la science-fiction. Et donc, le goniomètre détermine un genre. Nous, après ça, le goniomètre nous donne un ordre de sélection selon des offrandes qu'on lui donne. On vous en parlera un peu tout à l'heure. Et nous, on choisit donc une BD dans chaque genre. On vous en parle et à la fin, on fait un petit débat. Et le goniomètre choisira lesquels des 2 BD qui seront sauvegardés et dont vous aurez l'opportunité de voter pour décider de la BD gagnante au final sur notre page Facebook. Je veux pas me dire sur le goniomètre, là, mais il fait toute la job de bras, sauf choisir la meilleure BD du genre qu'on a à choisir. Parce qu'il laisse ça au public. Oui. Mais t'es qui, toi, pour bâcher le goniomètre de même? Écoute, je suis nouveau, moi, cette Hey, saison. ça se pointe tout seul dans la salle, puis là, ça se met à cracher sur le goniomètre. Alex Drouin, Mais attends, il était bien j'accuse! Attends, il était bien content de mon offrande de cette semaine. Ah, Mais cela dit, un goniomètre, ça a quand même ses limites. Cette semaine, le genre qui a été décidé par notre grand goniomètre, c'est la BD biographique. Et c'est ce qui m'amène à vous dire que c'est bien beau tout ça, mais on se doit de payer pour tout ça, pour le goniomètre entre autres. Et donc, je vous dis que E égale RG2, notre émission est une présentation de la Churchillerie. Depuis plus de 40 ans, c'est le spécialiste pour tous vos besoins de costumes de Winston Churchill, que ce soit Winston Churchill pompier, Winston Churchill astronaute, Winston Churchill Batman, ou pour vous, mesdames, Winston Churchill infirmière sexy. En primeur, dans notre nouvelle succursale sur 2 étages dans l'ancien Sears de Place Fleur de Lys, venez essayer les vrais masques du film avec Gary Oldman, avec encore de la vraie sueur de Gary Oldman dedans. Et jusqu'au 26 juin, avec tout achat d'une main en styromousse qui fait un signe de peace, obtenez gratuitement un cigare. La Churchillerie, si vous cherchez Churchill, cherchez Churchill là. Certaines conditions s'appliquent. Téléchargez dès maintenant le skin de Churchill pour Fortnite sur le App Store. Voilà. Alors, c'est réglé. Il l'a payé cher, ça commence. Ouais, Du temps d'antenne. Hey, ce live-là, ça vaut au moins 2000$. Tania est tellement content depuis les fêtes. Je sais pas s'ils prennent les Air Miles de la Churchillerie. Hein. Je pense que oui. Alors, donc, comme on disait la semaine dernière, c'était la BD fantastique. Vous avez voté sur notre page Facebook et le grand gagnant, donc la meilleure BD fantastique de tous les temps, c'est Le Seigneur de Saint-Roch par Francis Desharnais et Valmont. Valmont, oui. Mais oui. Ben, tant que c'était pas le donjon de Naelbuck. Mais t'avais-tu aimé ça, le donjon d'Albuck? Ben, en fait, on a dit, d'ailleurs, en utilisant le mot-clic, Je pense que dont tu on as parlait dit, et je tout à l'heure. cite, que Oui. c'était pas bon. Et je cite que c'était pas bon, mais on m'a donné le prix de la pire sélection de la saison après seulement 2 émissions. Très fort. Le recrue de l'année. De loin. Et donc, si vous voulez nous rejoindre pendant l'émission, il y a quelques façons de le faire. Le facebook.com/RGCKRL et le Twitter également sur le hashtag MatraqueMolle. Ah oui. Sur on vous pose une question sur les 2. On vous demande quelle est votre BD votre BD biographique préférée. Il y a déjà quelques réponses. On en parlera tout à l'heure. Donc voilà, c'est les 2 façons de nous rejoindre. Et si jamais vous voulez écouter les anciens épisodes, c'est disponible en balado-diffusion sur iTunes, sur le egalerg2.com également et sur Google Play. Mise à jour encore une fois cette semaine. Chiffre de 1 à 100, le nombre d'abonnés sur Google Play. Guillaume? 95. Hein?
Non, Alex. 8.3 périodique. 2. Non, 0. Toujours 0. Ah, Google. Tu l'as eu la semaine passée, Guillaume, pourtant. Ah, je Premier sais pas, coup. j'ai pété une bolte, là. Ça aurait pu être une grosse semaine d'abonnement. Mais J'y oui. vais dans le déni et dans l'espoir. Non, non, correct, vraiment, un gros 0 sur le Google Play. Alors, avant de parler de BD biographique, on va écouter une chanson. Tania, qu'est-ce qu'on écoute? Un grand classique. Ah ouais? Ouais, presque. Johnny 5 avec Comment ça va, Mark Hamilton. Comment ça va, Mark Hamilton? Est-ce que t'as encore les années? Tu as merde de ton succès qui ne t'a apporté que des regrets. Ou si tu recommencerais, dis-moi. Ou si tu recommencerais, dis-moi. Le show business t'a repoussé dans le jeu, tu n'es pas entré. On s'est amusé à te faire tomber et ça t'a pratiquement tué. Les baisses sont-elles refermées, dis-moi. Je sais pas. Les places sont-elles refermées, dis-moi. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends comme ta voix qui résonne. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends comme ta voix qui résonne. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends comme ta voix qui résonne. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends comme ta voix qui résonne. Ce monde est catégorisé, presque impossible d'y entrer, à moins de vouloir se prostituer pour peut-être vivre de ce métier. Alors comment vouloir rentrer, dis-moi? Pourquoi vouloir continuer, dis-moi? Je sais pas. Bien sûr, à force de lutter, tu finiras par y arriver. Quand tout sera cicatrisé, tu n'auras plus à exorciser les démons qui t'ont toujours hanté, c'est ça. Les démons qui t'ont toujours hanté, c'est ça. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends comme ta voix qui résonne. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends comme ta voix qui résonne. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends comme ta voix qui résonne. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends comme ta voix qui résonne. Comment ça va, Mark Hamilton? Ça, c'est pas une question que je pose, là. C'est le titre de la chanson du groupe. Johnny 5. OK, je connais pas ça. Pantoute. Tu connais pas le robot de cœur-circuit? Oui, mais je Ouais, savais c'est pas un- qu'il faisait de la musique. C'est un band qui a été frappé par la foudre puis est devenu vivant après. hein. Ça arrive tellement souvent, ça. Il est super vite. Alors, on vous rappelle là, que vous êtes à E=RG2. On parle de bande dessinée biographique cette semaine. Et le goniomètre, notre grand goniomètre, a déterminé un ordre de sélection cette semaine selon les offrandes Bien qu'on oui. lui a données. Et c'est moi qui ai eu la première offrande. C'est moi qui ai donné la plus grosse offrande cette semaine. Et donc, le goniomètre m'a octroyé le premier choix. Eh bien, ce que je lui ai offert cette semaine, c'est que j'ai trouvé la dernière bouteille de Saguenay Dry encore en circulation Wow. dans un Jovi de Saint-Prime. Ça a tout pris pour que j'aille, que je la trouve. Je l'ai réussi. Bon, Wow. Je comprends pourquoi il a dit oui. Je pense que oui, hein. En deuxième position, cette semaine, Tania Beaumont. Ben moi, je savais où je m'en allais, Ouais. donc j'ai décidé d'y offrir un bol poké. Ah, Ouais, bol poké, mais tu sais, la totale, là, avec Oui, oui. saumon mariné comme il faut, puis avec de l'avocat aussi, une belle sauce épicée, ben à mode, un beau bol poké. pas un Pokéball de menu midi. Là. Ah non, là, c'est un bon souper, là. Genre, t'as pas faim avant 10 heures, là. OK. Je peux pas croire que le goniomètre a pris ça avant mon choix. Alex, c'est C'est quoi un ton très choix? bon Ben, moi, en fait, cette semaine, j'ai offert au goniomètre l'équipe de 1995 des Roadrunners de Montréal, Oh! au complet, qui jouait au roller Coaché hockey. par là. Yvan Cournoyer. Oui, 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 c'est là qui jouait au roller hockey là, Wow. à RDS à l'époque. Ben, ouais, quand même. Ben, c'est pas assez bon pour être dans le top 3. Probablement oui, là, pas assez. mais c'en est 4. Et Guillaume, Ben moi, les 2 dernières semaines, j'ai eu la première place en donnant des affaires bien plus fun que ce que vous avez donné. Fait que Ouais. cette semaine, j'ai juste donné un vieux Passion Fleeky aux fruits des champs que j'ai trouvé dans le fond du garde-manger. Fait que je suis 4e puis je suis bien content de ça. Mais on se rappelle que tu peux plus faire de raclette. Malheureusement. Ouais.
Puis ma sauce à spag. Petite sauce à spag. Ben oui, c'est pas grave, Guillaume. C'est quand même un peu grave. Ben oui, écoute, qu'est-ce que tu veux? Alors, Faire de la raclette. oui, on est en plein été, Guillaume. Tu fais pas de la raclette en plein été? Oh oui, une bonne summer raclette, François. Ben là. oui, Tu sais on pas va. vivre. T'as pas jamais vécu tant que t'as pas mangé une raclette à 35 degrés dehors. Mais de toute façon, ça arrivera pas parce que Guillaume n'a plus. Il l'a donné. Le Il l'a gars, donné. il peut plus, le gars. Qu'est-ce que C'est tu veux qu'on terminé. fasse? C'est terminé. Allez, faites vos affaires pendant que je boude. Alors, donnez-nous vos meilleures recettes de raclette sur le hashtag Matraquemol. Ouais, des Guillaume. Et ma première, donc mon premier choix cette semaine dans la BD biographique, c'est Turing de Robert Deutsch. C'est un BDiste allemand. C'est sorti à l'origine en 2017 et c'est sorti tout récemment en français. La traduction est sortie au début de l'année, en janvier, chez les éditions Sarbacane. Et donc, ce que ça raconte, c'est l'histoire de Alan Turing, le célèbre mathématicien anglais, de qui on a fait un film il y a tout récemment avec Benedict Cumberbatch. Oui, c'est quand il découvre des pouvoirs magiques puis il voyage dans le temps. Là. Exactement, c'est ça. Oui, tout à fait. Et donc, ça, cette BD-là, c'est un très bel objet. C'est une belle grosse BD. C'est pas une BD biographique de toute la vie de l'auteur, donc il se concentre vraiment sur une période bien précise, la période de l'après-guerre. Pour ceux qui connaissent pas Alan Turing, c'est lui qui travaillait avec son équipe pour décoder les signaux allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est lui qui a participé donc au décodage de la machine Enigma. Et donc, ce qu'on suit, par exemple, c'est après la guerre où là, il était à Cambridge où il enseignait quelque part en Angleterre. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que il est mort à 41 ans. Et ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que à cause d'un espèce de cambriolage, à un moment donné, il est allé à la police et à force de jaser de sa vie et tout ça, ils se sont rendus compte, il a admis aux policiers qu'il était homosexuel. Toute l'histoire du cambriolage, c'est comme un peu reviré contre lui. Il y a parce que à l'époque, c'était un délit, un délit très grave en Angleterre. Et donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il n'a pas fait de prison, juste de prendre des hormones. En fait, dans la bande dessinée, l'auteur dit qu'il serait probablement tombé en profonde dépression. Là, c'est pas toutes les sources qui concordent, et donc il se serait suicidé à 41 ans. C'est l'auteur Robert Deutsch, il est beaucoup dans la théorie qu'il s'est suicidé parce que, semble-t-il, que c'est un gros fan du film Blanche-Neige et qu'il se serait suicidé en mangeant une pomme empoisonnée. Il faut travailler fort, là. Ouais, pour faire comme dans Blanche-Neige. Ça, de ce que j'ai compris, c'est beaucoup de la légende. Genre, il aurait vu Blanche-Neige à une certaine époque, mais il a vu Blanche-Neige, il aurait mangé une pomme. Mais tout ça, paraît-il que c'est beaucoup de la légende. La pomme en question a jamais été analysée. Donc, il n'y a pas vraiment de preuves comme ça, mais dans la bande dessinée, l'auteur, lui, il va à fond dans ce constat-là. Il y a toujours les 7 nains, il y a toujours Blanche-Neige. Lui, il va à fond là-dedans, là, dans cette théorie-là. Donc, il y a peut-être une partie de légende. Le dessin aussi très naïf. On dirait un peu de dessin d'enfant, mais comme tous les bons dessinateurs naïfs, les vrais bons, au début, tu fais « Ah ouais, c'est bizarre », jusqu'à ce qu'ils te sortent une planche qui a pas de bon sens. Et là-dedans, il y a beaucoup de vues en coupe, des trucs vraiment intéressants, des vues en coupe de building, des cartes routières, ouais. Où ça, c'est vraiment incroyable. Il y a beaucoup, du dessin technique, des choses comme ça. Alors, c'est très intéressant. Le personnage est un peu naïf, donc le style de dessin va très bien avec ça. Donc, ouais, très intéressant. On va vous en reparler un peu plus tout à l'heure, mais voilà, Alan Turing, très bonne première sélection. Et Tania? Oui. Alors moi, j'avais offert un bol poké. Oui. Au goniomètre, on s'en rappelle parce que j'ai choisi California Dreamin'. Donc, on était dans le mood californien de Pénélope Bagieux. C'est paru chez Gallimard. C'est une bande dessinée qui est la biographie, bien sûr, parce que c'est la thématique de Mama Cass Elliott, de la chanteuse de Mama's and Papa's. Donc, on retrace évidemment sa vie. California Dreamin', je vous le dis tout de suite, là, quand on a la BD qui traîne, on l'a dans la tête tout le temps, la chanson. Ça reste vraiment pris. Alors désolé, si jamais il y en a qui je pense que même quand tu fais juste voir le mot California, automatiquement tu fais le lien puis t'as la chanson. Ouais. Ou des gros raisins fripés qui chantent. les deux. Les California Raisins une référence. déjà chanté cette California Dreamin'. California Dreamin'. Ça serait trop méta, là. La Californie coulerait. C'est tellement une référence actuelle en plus, hein, Guillaume? Ben, Là, j'ai mon t-shirt de Fido Dido, là. À quoi tu t'attends?
La BD a été faite en partie avec, en grande partie avec Dream a Little Dream of Me, The Life of Mama Cass Elliot, donc une biographie qui a été écrite en 2005. Donc on a vraiment des faits véridiques là-dedans et la manière qu'on a monté la bande dessinée, c'est que chaque chapitre nous présente le point de vue de quelqu'un différent. On peut dire c'est une BD chorale ou presque. Donc chacun nous montre soit sa relation ou son point de vue de l'histoire et ça nous fait passer à travers la vie de Mama Cass Elliot, Helen Cohen de son vrai nom, et ça commence vraiment lorsqu'elle était toute petite, alors que ses parents sont des immigrants qui vivent aux États-Unis, et sa petite sœur arrive, et à partir de ce moment-là, elle se met à manger, et elle était boulimique parce que ça va la suivre tout au long de sa carrière, le fait qu'elle soit grosse, c'est comme ça qu'on le dit carrément dans la bande dessinée, qu'elle ne pourra jamais être une vedette, elle a une personnalité complètement excentrique, on se doute qu'elle a quand même quelques problèmes mentaux à travers tout ça qui découle, évidemment en étant boulimique, c'est un problème de santé, et là bien elle va se construire comme ça sa carrière grâce à sa voix magnifique, elle va rencontrer des musiciens, va aller vivre à New York et finalement se greffer, elle est lourde un peu là, sérieusement, elle fait pas partie du groupe mais comme toujours avec le groupe, et finalement elle n'a pas le choix d'être dans le groupe et ils deviennent de Mamas and de Papas, donc je vends quand même pas de punch, là. C'est la vie de quelqu'un qui a Est-ce qu'elle a existé. pété les genoux de la fille qui était dans le groupe avant pour prendre sa place? Non, malheureusement, mais elle l'aime pas ben parce qu'elle est très très belle. Michelle, qui fait déjà partie du groupe Journeyman, donc c'est un trio, évidemment. Elle tombe en amour de plusieurs jeunes hommes tout au long de sa vie, donc on la suit vraiment jusqu'à l'arrivée de la chanson California Dreamin', donc c'est vraiment la période là de sa vie, vraiment de sa naissance jusqu'à cette chanson-là. C'est avant le fame. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui l'a mené à ce moment-là. Donc, Pénélope Bagieux qui est allée pour le noir et blanc, surtout, mais encore là, en tout cas, j'en parle plus tard aussi. C'est ça. C'est chez Gallimard, California Dreamin', mais c'est certain que pour les gens qui aiment la musique, ben ça nous donne envie d'écouter l'album. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin, il y a une liste de chansons. D'ailleurs, si on avait envie d'aller un peu plus en profondeur dans notre connaissance du groupe Mamas and the Papas. À copier sur la blonde à Guillaume. Ouais, c'est... Je le prends pas. Maudit. Alex? Oui, le goniomètre m'ayant donné la 3e sélection, me voilà avec Andre the Giant, Life and Legend de 2014. Je parle d'un lutteur pour faire un lien douteux avec, grosse surprise. Avec la présentation de Tania. Moi, j'étais capable de faire du pouce là-dessus. Elle a parlé d'une BD qui parle de Mama Cass Elliot, et aujourd'hui, le lutteur Big Cass s'est fait mettre dehors de la WWE. Alors, voilà, nouvelle tombe. C'était tout prévu. Ça nous permet de faire un lien douteux vers la lutte. Alors, Andre the Giant, Life and Legend, paru en 2014. Une BD de Box Brown, qui est un BDiste américain qui nous a également livré 2 autres BD historiques ou semi-historiques. Une sur Tetris, le jeu électronique russe, et une autre qui est sortie tout récemment sur Andy Kaufman. Alors, je pense qu'il est en train de se faire une petite niche bien spécialisée là-dessus. Mais moi, je parle du premier livre qui nous a sorti là-dessus. Alors, ça parle bien sûr d'André le géant ferré, André Roussimoff de son nom, lui connu par de multiples pseudonymes au fil des années. Et ce géant de 7 pieds 4, 500 livres, annoncé comme ça. On sait pas si c'est la réalité. Oui, on sait pas si c'est la réalité. Il y a au moins 6 pouces d'afro dans son CP4. Pendant plusieurs années, c'était le cas. Et la BD, en fait, suit la vie d'André, en fait, de manière un peu, je dirais, par séquence, ou des scénettes de sa vie, en fait, de sa jeunesse, où il commence à devenir très, très grand vers l'âge de 15-16 ans, où il commence à grandir beaucoup jusqu'à presque la fin de sa vie, du moins après son combat contre Hulk Hogan à WrestleMania 3. Combat très épique pour qui n'importe quel fan de lutte ou pas a probablement déjà entendu parler. On se rend pas jusqu'à sa mort quand même, André qui est mort très très jeune quand même, mais on se rend pas jusque là, on se rend à la presque fin de sa vie, mais pas tout à fait. Alors, cette BD-là, moi, je l'avais déjà lu en français, j'avais déjà eu la traduction, et là, je l'ai relu, en fait, pour les besoins de l'émission en anglais. C'est toujours un peu bizarre de lire ça en anglais quand André Roussimoff et toute sa famille sont français, donc dans sa jeunesse, il parle en anglais autour de la table, c'est très bizarre de lire ça. Mais c'est un mini détail versus le reste de cette BD-là. Alors, on parle de plusieurs éléments de la vie d'André, légendaires, en fait, que certains connaissent. Par exemple, comme quoi il était capable de flipper des voitures,
torture à main nue sur leur top, ou encore son combat avec Hulk Hogan, comme je le mentionnais, les difficultés qu'il avait à vivre avec son énorme taille, parce qu'il apportait quand même beaucoup de problèmes, autant de santé que de confort et d'inconfort de vie. Sa vie sur la route à travers le monde, André qui était probablement la première méga super Oméga star, je dirais, de la lutte à travers le monde, du Japon en passant par l'Europe et également dans les Amériques. Et également, on parle de son rôle dans La Princesse Bouton d'Or, lui qu'on a vu dans ce film-là, dans le rôle du géant. Et également sa consommation d'alcool tout aussi légendaire, comme quoi il pouvait se clencher une caisse de 12 bouteilles de vin en une journée et il se sentait semi-gorlot, mais pas vraiment sous. Il était un peu cocktail. C'est ça. Il devenait un peu cocktail après s'être clenché une caisse de 12 de vin pendant une journée. Mais ça me surprend pas que ça... Tu dis que justement c'est une star internationale. C'est pas surprenant que la BD ait été faite aux États-Unis. Non, c'est ça. C'est là qu'il a connu ses heures de grande gloire, en fait. Là. Une fois qu'il est sorti de l'Europe, qu'il est arrivé aux États-Unis, c'est là que ça a commencé. En fait, c'est qu'à l'époque, puis c'est un peu ce qu'on explique dans le livre aussi, les fédérations de lutte fonctionnaient par territoire. Alors André, comme c'était une grande attraction, on se rappellera que la lutte, c'est quasiment un milieu de forain, là, c'est très circassien comme univers. Alors c'était une espèce de bête de foire où, si on le laissait trop longtemps au même endroit, ça allait devenir plate. Alors on le laissait dans un état, exemple, on l'amenait à New York un bout de temps, après ça on l'envoyait au Texas, après ça on l'envoyait au Tennessee, après ça il venait à Montréal un bout de temps. Alors il se déplaçait toujours. Les gens avaient pas le temps de se tanner. Puis quand on se rappelle, là, c'est avant l'époque d'Internet, de la télé et tout ça. Quand on le voyait dans une revue, on entendait parler de cet homme gigantesque. Il fallait attendre qu'il vienne dans sa ville pour le voir de ses yeux vus. Alors, c'est ce qui fait qu'il remplissait pas mal toutes les arénas quand il passait. On parle un peu de sa vie de famille, ou très peu, en fait. C'est un homme dont on ne connaît pas nécessairement grand-chose sur sa vie personnelle. Puis, on retrouve beaucoup d'éléments dans le livre qu'on peut revoir, par exemple, sur Internet ou sur YouTube. Des combats qui sont décrits là-dedans par Bugs Brown, présentés comme tels, notamment celui avec Hulk Hogan et d'autres également à travers la BD. Donc, c'est fun de faire le comparatif entre le réel et ce que l'auteur a décidé de mettre dans sa BD. On explique également tous les termes de lutte, pour bien se comprendre, le lexique de lutte, face, heel, kayfabe, qu'est-ce que c'est que ces mots-là? Vous irez voir le lexique pour le comprendre. Et puis, les dessins sont tout simples, en fait. Ça reste encore également en noir et blanc. Très peu de détails à travers tout ça, mais moi, j'étais quand même capable de reconnaître les lutteurs, parce que si vous l'avez pas compris encore, moi, je suis un grand fan de lutte, mais j'étais capable de reconnaître les visages des lutteurs ça paraissait pas. avant même qu'on les décrive. Alors, cette BD-là, ça me fait un peu penser à Ravagliati, le style de dessin. Oui, effectivement. C'est vrai que ça ressemble un peu à ça, oui. Et ça se lit très bien. Donc, Under the Giant, Life and Legend de Bugs Brown, c'est fantastique. Merci Alex. Mon Dieu, t'as pris combien de respirations? Une très grande. Une gigantesque. Et Guillaume, 4e place, quand même. Oui, avec mon passion fléqui que j'ai écrasé dans la face du goniomètre avec dédain. Je me ramasse avec la 4e place, mais j'ai quand même fait un retour aux sources. Bien sûr, je savais qu'Alex a passé avant moi, alors il allait me scooper Andre the Giant, parce que c'est celle que je voulais faire à la base. En fouillant un petit peu, j'ai quand même trouvé de quoi de vraiment intéressant, et c'est un retour aux sources, parce que j'ai pris Les Aventures d'Hergé. Ben voilà. Scénarisé, illustré par Stanislas, c'est scénarisé par Fromental et Boquet. J'espère tellement que c'est Bill, son prénom, mais on tergiverse. Hergé, pour ceux qui se demandent c'est qui et qui nous écoutent depuis le début de l'émission, avez-vous un gros problème parce que son nom est dans le nom de l'émission. C'est E égale RG2. Et Hergé est le scénariste et illustrateur et créateur de Tintin, rien de moins qu'une des plus grandes, si c'est pas la plus importante bande dessinée européenne. La meilleure, peut-être pas. On en a parlé assez longtemps, mais c'est quand même un incontournable de la bande dessinée européenne. Et ça m'a fait penser qu'on a déconné pendant un été de temps sur les bandes dessinées sur Hergé, mais personnellement, je m'étais jamais attardé au personnage derrière, à l'auteur, à l'homme derrière le monument. Dans ma tête, Hergé, c'était juste un dude caché dans un garde-robe, puis on ouvrait le garde-robe, puis il sortait avec une BD prête, puis c'était publié. Façon de voir les choses. Je m'étais jamais arrêté au fait que Hergé était actif pendant notamment la période de l'occupation allemande de la Belgique, ce qui fait que il y en a vécu des affaires finalement. C'est un petit monsieur somme toute bien ordinaire, en même temps il a pas fait les services secrets comme Ian Fleming, créateur de James Bond, mais il a quand même été scout. C'est pas loin. Et c'est une Moi, j'étais dans les louveteaux, puis j'ai failli devenir espion. C'était super proche. 2 branches.
Ça Presque commence, pareil. ça commence avec sa jeunesse en Belgique, où est-ce que il était dans la famille la plus belge au monde, où il se faisait traiter de Smirlap à gauche et à droite, autant Ça, comme c'est autant. tannant, hein? Oh ouais, moi je me fais traiter de Smirlap, je sais juste pas quoi répondre. Ben non, c'est... Mais après ça, c'est ça. Il a été scout, puis il a été protégé par le curé Valaise, qui était un tripeux de Mussolini. C'est à cause de... Est-ce que les gens l'appelaient Mister Valaise? Mais aujourd'hui, il l'appelle juste Valaise. Valaise. Ouais, il aimait bien prendre deux mots puis les fusionner ensemble. On appelle ça des mots Valaises. Est-ce qu'on a fait le tour des jokes de Valaise? Parce que oui. J'en avais d'autres, mais on manque de temps, malheureusement. Oui. Je sais pas à quel point c'est romancé, parce que quand il tombe dans sa phase Tintin, notamment quand il a fait le Lotus Bleu, la biographie est définie comme s'il y aurait eu attentat à sa vie. Ben, s'il y aurait eu multiples tentatives d'attentat à sa vie, dont un gars qui l'attendait dans une station de métro avec une matraque molle. Ben, voyons Elle donc. semble molle. Ben non. Elle semble Voyons très donc, Guillaume. molle. Allez, Si on on rentre regarde... Non. Arrête donc. Je ouais. cherche la page. Je vais Non, peut-être non, faire une petite capture Voyons d'écran. donc. Page 21. Arrête. Page T'es 21. malade mental. Voyons. Il y a un monsieur, il y a un malabar, un loup-bar, avec une matraque dans sa main. Il y a C'est une quasiment veste. pas. Et tout ce temps-là, il fallait aller dans l'Extended Universe de Tintin RG pour pas- l'avoir. C'est pas très dur. C'est un peu mou. J'avoue que c'est un peu mou. Matraque lousse. Ouais, c'est slack un petit peu. Mais en gros, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que le portrait qui dépeigne de Tintin, il essaye pas de le mettre sur un piédestal ou de le démoniser parce qu'il a fait Tintin au Congo, mais il montre que c'est juste un homme éternellement insatisfait qui aurait voulu être connu pour autre chose que ses bandes dessinées, un artiste frustré qui essaie de peindre mais qui a jamais, qui a vécu dans sa propre ombre, et un perfectionniste qui refusait de partager le projecteur, ce qui a coûté plusieurs collaborations et amitiés. Et en bref, ça m'a vraiment permis de voir un petit peu, je sais pas à quel point je vois l'œuvre de Tintin sous un autre angle, mais ça approfondit quand même une œuvre bien importante. Alors, Le dessin est un peu à la RG aussi. Là. tout à fait. Ouais. C'est d'ailleurs la couverture où est-ce qu'on voit P. Jacobs et Hergé derrière un buisson après avoir croqué une villa qu'ils savaient pas, mais qui était occupée par les nazis. Alors, Ah, ben c'est Il y en bien. avait c'est beaucoup. ça. Dans ce temps-là, il y en avait beaucoup. ouais, c'est ça. C'était à pile poil pendant l'occupation. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Vraiment intéressant pour un sujet que je pensais un peu anodin, mais oui, c'est fascinant comme personnage. Bon, ben, excellent. Ça met la table pour notre deuxième heure. On va avoir un petit questionnaire et notre portion un peu débat. On va entendre une pause publicitaire. On va écouter également une chanson. Ils ont tué Kennedy de Daran et on vous revient tout de suite après. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Ils ont tué Kennedy. Ils ont mis du plomb dans nos vies. Ils ont stoppé notre jeunesse. La nuit nous a pris de vitesse. Il n'y aura plus d'insouciance. Il faudra passer au travers, renoncer à l'adolescence et mordre parfois la poussière. Ils ont tué Kennedy. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on ait dit, ils ont stoppé notre jeunesse. La nuit nous a pris de vitesse. Les plus valeureux d'entre nous pleuraient la mort de Kennedy. D'autres pleuraient un amour fou. Chacun versait un peu de vie.
stopper notre jeunesse. La nuit nous a pris de vitesse. Que faisais-je en ce jour précis? Quel amour occupait ma vie? Quelle histoire ou quelle hystérie? Quelle trajectoire, quelle tragédie? Ils ont tué Kennedy. Ils ont mis du plomb dans nos vies. J'ai eu 20 ans toute ma vie. J'ai eu 20 ans toute ma vie. Toute ma vie. C'était Daran avec la pièce « Ils ont tué Kennedy » sur les ondes de CKRL. C'est l'émission E égale H2. On parle de bande dessinée et plus particulièrement cette semaine de bande dessinée biographique. On vous rappelle que si vous voulez nous écrire pendant l'émission, c'est sur le facebook.com/RGCKRL, également sur Twitter, sur le hashtag MatraqueMolle, et on vous pose des questions ce soir. En fait, une question. Votre bande dessinée biographique préférée, il y a Alex Drouin qui nous écrit celle dont j'avais parlé tantôt. André Et là, the il y a Giant, il y a Life and Legend. Et là, il y a un gif d'André le Géant. Je pense que ça doit être toi, ça. Oui, je pense que c'est moi. Faut faire attention, il y a plusieurs Alex Il y en a Drouin. plusieurs. oui. Ouais. Il y a également Benoît qui nous parle de la BD Wake Up America, une biographie d'un activiste noir qui se nommait John Lewis des années 60, donc à regarder. Christian qui nous parle d'une BD sur Monet, le Ça doit être beau. peintre. Il nous parle également des aventures de Hergé, donc voilà, il est contenté. Ça fait plaisir. Il y a également Gilles qui nous parle de California Dreamin', donc c'est fait. Yes. Et on a également un autre de nos auditeurs qui nous parlait d'une BD sur Pablo Picasso. Il était surpris qu'on n'en parle pas ce soir. Donc peut-être pour le prochain combat des gens sur les peintres espagnols. Ben, peut-être, mais moi j'ai lu une biographie de Klimt aussi, qui est un peintre. Clint Eastwood. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je trouve ça toujours embêtant de faire une bande dessinée. C'est une œuvre visuelle sur un peintre qui faisait lui aussi des œuvres visuelles. Je sais pas pour vous, là, mais Moi, en ça tout me cas parce dérange qu'on pas a parlé pantoute. on a parlé de Monet, Pablo Mais Picasso, c'est sûr mais qu'une BD rendre en cubiste au complet, ça serait un peu bizarre. Ouais, là. mais Je pense que c'est ça. mais rendre en dessin déjà une œuvre qui Ah a ouais. été peinte, c'est là mon bug. Ah ouais, je En tout cas, comprends. Voilà, je voulais juste vous en parler puisqu'on parle de ça, mais c'est ça. Ben oui. Donc, J'ai 2 émissions à rattraper, là. Ben oui. J'ai des choses à dire. alors, continuez de nous écrire donc sur le facebook.com/RGCKRL. Il y a également, on a mis la photo de la matraque molle. À vous de juger. Molle Si elle est molle ou non. semi-croquante. Il y a une flexibilité clairement ostentatoire. Autour de la table, on est quand même assez... Elle est souple. Ouais, elle est assez souple. On a peut-être notre premier... Enfin, on va pouvoir justifier notre existence. Et le hashtag Après 3 matraquemolle. saisons. Ah, il était temps. On va y aller donc avec notre petit questionnaire habituel qui fait la joie de tous. Mais oui. C'est mon premier, moi, je me Des peux plus. petits et des grands. On va y aller en ordre que le goniomètre nous a attribué. On va commencer avec y a-t-il une mention de l'allégorie de la caverne? Donc, moi, je commence avec Turing. Pas vraiment. Il y a beaucoup dans des forêts. Il y a des cavernes, vraiment, c'est dans des forêts, mais ça va pas bien plus loin que ça, là. Ouais. Mais de mon côté, encore là, c'est pas dit clairement, mais à un moment où ils vont en studio parce qu'ils enregistrent des chansons, et ils ont peut-être mis de l'écho du reverb, tu sais, qui vont peut-être sonner caverne éventuellement, mais c'est le plus proche, là. Ouais. Fait que je vais dire non. Moi, dans la BD d'André the Giant, il n'y en a pas parce que André rentre pas dans la caverne. C'est vrai, ça. Trop gros. Non, et dans les aventures d'Hergé, dans le plat pays qui est le sien, ça se passe majoritairement en Belgique et non pas de caverne là-bas. Juste une petite statue d'un petit garçon qui fait pipi. Ah. D'ailleurs, je l'ai vu, hein, il est petit, il est tout petit, puis c'est un peu décevant. Il y aurait peut-être l'allégorie du petit tissu caverneux, mais on n'en parlera pas. Tu sais, c'est comme si la Statue de la Liberté à New York, c'était quoi, sur le coin de la rue, tu sais, dans une rue ouais. random, Ben, puis là, elle là. elle Ça, là. c'est la Statue de la Liberté. C'est ça. C'est aussi hot. Ils sont pas chauvins, qu'est-ce que tu veux? Ben non, je sais bien. Est-ce qu'il y a une citation de Marcel Proust? Non, il n'y en a pas. D'ailleurs, il y a pas, c'est pas une BD où il y a beaucoup de dialogues.
Même c'est écrit très très simplement. Il n'y a pas rien de. C'est pas très fleuri comme dialogue. Donc non, il n'y a pas de citation de Proust. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas non plus dans California Dreamin' de citation de Proust telle quelle, mais je suis certaine qu'à un moment ou un autre dans sa vie, Proust a dit que le ciel était gris. Donc, sûrement. Ça a dû arriver. Probablement. Je veux dire oui. Oui. Ben, dans la vie d'André, en fait, une des premières scènes de la BD, en fait, c'est l'histoire où l'auteur Samuel Beckett aurait fait un lift dans son pick-up à André parce qu'il était trop gros pour prendre l'autobus. Fait que pas de citation de Marcel Proust, mais quand même un autre auteur. Une référence à Beckett. Quand même un autre auteur, francophone. Quand même, on va le prendre. Okay, juste pour être sûr, est-ce que Marcel Proust a déjà gueulé Chang? Oui. En éternuant. Ouais, fait qu'il y a une citation de Marcel Proust Solide. dans les aventures de Tintin parce qu'il ça crie Chang. OK. Première scène de meurtre / scène de sexe, et lequel vient avant l'autre. Eh bien, dans Turing, il y a une de chaque. Pas de chicane. Ben, en fait, c'est un peu étrange parce que c'est peut-être un de mes reproches, c'est que justement, à un moment donné, il y a des journalistes qui vont voir Alan Turing à son bureau. Et évidemment, lui, il travaillait sur des trucs un peu secrets. Et les deux journalistes s'en vont. Et là, ils se font courir après par ce qu'on imagine être les services secrets qui font capoter leur voiture. Et là, ils décèdent les deux. Et évidemment, dans le journal le lendemain, c'est juste écrit qu'ils ont eu un accident causé par le mauvais temps et la foudre. Et ça, c'est comme une espèce de microcosme qui dure peut-être 2 pages de un peu thriller, espionnage. Yeah. Et ça dure juste 2 pages et ça finit là. C'est comme une espèce de on se dit, est-ce qu'ils vont aller plus loin un peu dans les trucs d'espionnage? Mais non, c'est comme ça reste un peu comme ça. Et il y a une scène de sexe, évidemment, entre messieurs dans la bande dessinée. Voilà. Il y a une de chaque. Dans California Dreamin', il n'y a aucun meurtre. Non. Et il y a le père qui décède, mais il avait la santé fragile, donc c'est peut-être un meurtre de la vie. Je le lirai pas. Ouais, non. Et il y a des bisous. Il y a certainement du sexe qu'on voit pas parce qu'il y a des enfants et parce qu'il y a des gens en amour, mais surtout des bisous, beaucoup de tendresse, mais pas de scène de sexe malheureusement. Mais je le lirai pas. Ben non, je le sais, oui. je le sais. Mais dans la vie d'André, en fait, on se rappellera la lutte, hein, c'est du spectacle, alors oui. C'est pas du vrai tapochage. Quoi qu'on pourrait peut-être argumenter des fois que plein de gars qui se taponnent, ça pourrait être une scène érotico, peu importe, en bobette. Mais la première vraie scène de violence, en fait, ça vient déjà dans la jeunesse d'André, encore dans les premières pages où sa mère donne une claque en arrière de la tête à son petit frère qui est un peu tannant à la table. Et puis il y a une scène de sexe également à peu près au milieu du livre où André rencontre une Française et a une relation avec elle. Et André qui était un fin renard avec les femmes. C'est tellement cliché, comme si toutes les Françaises automatiquement étaient. Ben oui, voyons. Voilà. Dans Les Aventures d'Hergé, à ma grande surprise, en 8 pages, il y a un sandwich de tout nu dans un pain de meurtre. Ben voyons. Oui. Eh bien, c'est 2 meurtres hors champ. Alors, dans le fond, c'est quand je parlais tout à l'heure qu'apparemment Hergé aurait été menacé de mort. Eh bien, il se faisait comme traqué par un homme avec un pistolet qui se fait finalement ramasser par 2 hommes policiers chinois et se fait gonner en dehors du cadre de la caméra. À la page 22, puis à la page 30, c'est quand Hergé a été arrêté pour avoir été accusé d'être collaborateur parce il faisait ses bandes dessinées pendant l'occupation dans les journaux et il se faisait considérer comme collaborateur. Alors, son partenaire de cellule se fait passer au peloton d'exécution. Et pour ce qui est... C'est pas tant du sexe, mais il y a une scène vaguement de nudité. À vrai dire, c'est une peinture représentée. C'est la femme d'un de ses amis qui posait nue avec un manteau ouvert et les jambes bien écartillées pour qu'on voit clairement le secret de la licorne. Alors, c'est ça. T'as tellement écrit ça, mon gars. Là. Wow! Ouais. Tu dois être fier de toi. Hein? Ça va dans mon petit livre de façon de nommer ces affaires-là. Wow! Bravo. Est-ce que ça serait meilleur en noir et blanc ou en couleur? Dans le cas de Turing, non. Parce que la BD est entièrement peinte. Donc, c'est même pas, je pense que c'est même pas dessiné. Là, c'est carrément peint. Probablement de la gouache. Très beau, très belle palette de couleurs dans des tons de bleu, rouge, un peu des tons de terre, un peu avec beaucoup de bleu, de tons de forêt. Donc, non, c'est très beau, très belle couleur. On regarde ça en couleur.
Mais la couverture de California Dreamin' est vraiment très très belle et très colorée sur un ciel qui d'ailleurs est turquoise, donc c'est vraiment très très beau. Et quand on l'ouvre, ben, c'est tout en noir et blanc. Ah. Donc on dirait j'ai goûté et j'ai goûté à ce qu'aurait été la couleur. C'est certain que le dessin n'aurait pas été le même, ça aurait été complètement différent. Il aurait fallu travailler autrement, mais je vais risquer un oui. Je pense que j'aurais aimé ça. J'aime ma musique en couleur. C'est correct, ça. Ouais. Non, mais t'as le droit, c'est pour ça qu'on pose la question. Mais dites-le pas à Penelope. Et pour la vie d'André, en fait, Box Brown, lui, c'est du noir et blanc complet. Et c'est un beau contraste, je trouve, moi, avec l'époque multicolore 70-80, en fait, dans lesquelles se déroulent les scénettes de la vie d'André qu'on a choisi de mettre à l'intérieur de la BD. Donc, non, moi, je trouve ça très bien. Puis c'est en lien aussi également avec ses autres œuvres, là, l'auteur. Ce genre de dessin-là, on dirait que c'est fait pour être en noir et blanc. Oui, tout à fait, tout à fait. En ce qui concerne les aventures d'Hergé, eh bien, c'est en couleur avec un style très ligne claire. Ouais, c'est ça. Ça fait très, très Tintin. Là. Pour rendre hommage à Tintin et à Hergé. Et peut-être que ça aurait été cool d'avoir une version noir et blanc un petit peu plus bâclée avec 25% plus de jokes colonialistes, mais je trouve que ça fait vraiment bien en couleur comme ça. Prochaine question. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins? Ben dans Turing, pas vraiment. Donc Alan Turing aimait les hommes et c'est beaucoup le constat qu'on fait dans la bande dessinée. D'ailleurs, il était pas mal tout le temps sur la crouse, comme on dit encore peut-être, je sais pas. Ça arrive, mais, on peut le dire. Mais non, mais c'est pas ce genre de bande dessinée là. Donc non, et c'est pas grave. Ben, évidemment, California Dreamin', c'est la vie de Helen Cohen, de Maman Cass Elliot. Donc, c'est certain que le personnage principal est une femme. Ben oui. Autrement, on aurait un peu passé à côté de l'idée principale qui était de faire sa biographie. Et même dans Mamas and the Papas, c'était la parité 2-2. Donc, tout le monde est bien représenté. Parfait, ça. Non. J'ai rien d'autre à dire de plus. Ça parle de lutte, là, des années 80, c'est pas ça l'emphase sur lequel c'est mis. Et de mon côté, bien c'est sûr que les aventures d'Hergé, on peut s'y attendre. Il y a quand même pas mal de monsieur là-dedans, mais quand même, les épouses d'Hergé, la première Germaine et la deuxième Fanny, sont quand même très, très importantes dans la vie de monsieur Georges Rémy. Alors, il y a quand même une bonne place, et ils font pas juste être des épouses, là, ils ont quand même été une bonne influence dans sa vie, et ainsi de suite. Alors, une petite belle surprise là-dessus. Ah, mais ça fait différent. Ben oui. S'il y a un perso avec qui vous iriez prendre une bière, Alan Turing, ceux qui ont vu le film justement avec Benedict Cumberbatch, là-dedans, c'est sûr qu'il y a un jeu très je veux gagner un Oscar, donc il joue très un peu borderline autiste. Là, il met beaucoup d'effets d'acteurs. Comme tous les personnages de Benedict. Dans la BD, il est moins... il est beaucoup plus sobre, mais il est quand même un peu weirdo. Fait que je sais pas. De toute façon, je bois pas de bière, je le dis encore, je bois pas de bière, fait que non, ben non. Mais je sais pas si on prendrait de la bière, mais il se prend du LSD. Beaucoup. Beaucoup. Donc, faut être fait fort. Ben, moi, je prends pas de LSD, mais probablement que je pourrais les laisser prendre du LSD, mais j'imagine que oui. Je veux dire, si je la rencontrais, peu importe ce qu'elle m'offrirait, je le ferais là, parce que ça serait quand même cool. OK. C'est sûr que j'ai le choix quand même de pouvoir y aller avec Hulk Hogan. C'est quand même pas pire. Même Vince McMahon aussi, le propriétaire de WWE. Mais si j'avais à faire un choix décisif, je pense que j'irais avec André lui-même, et ça serait non pas une, mais bien 100 bières. Et tu serais mort. Ouais. Probablement. Ouais. Je vais ramener ta BD à la bibliothèque. Ça me fait plaisir. Moi, de mon bord, j'irais prendre une bière avec les Lakota aux États-Unis que Hergé a visité vers la fin de sa vie pour dans un petit pèlerinage où est-ce que ça boit et ça se bat en riant. Alors, je me suis dit, hey, ça doit être le fun. Je perdrais 2 dents, je me bats très mal, mais quelle anecdote je ramènerais à la maison. Ah, ça, c'est clair. Moi, de ce que je retiens de ce tour de table-là, c'est ne pas prendre, ne rien faire avec nos personnages de bande dessinée. À date, non. On n'en sort pas indemne. Est-ce que vous trouvez un parallèle avec votre propre vie? Pas vraiment. Non, écoute, je suis pas homosexuel, j'ai jamais vu Blanche-Neige, j'ai jamais décodé quoi que ce soit. Moi, c'est qu'un message codé des nazis. Non, rien, pantoute. Là, ça pourrait être le moment où c'est un peu lourd et j'annonce en ondes que oui,
Je me reconnais beaucoup parce que je suis également boulimique. Mais non, moi je mange beaucoup, mais aucun lien avec cette maladie. Donc c'est à peu près le seul moment. Là, j'ai une voix correcte, mais je chante pas nécessairement et j'ai pas de troubles affectifs. J'aimerais bien aller à New York, mais pas pour devenir une vedette. Donc finalement, j'ai les cheveux bruns. Ce serait à peu près le... Quand même. Ouais. Je vois un peu les cheveux, là, je le vois. Là. Ouais, c'est ça. Donc je me reconnais un brin. Mais avec André, autre le fait que je parle français, j'ai mal partout tout le temps, puis je bois comme un trou, pas vraiment. Pas vraiment bien avec ma propre vie. Je suis pas une superstar internationale, puis j'ai pas eu de problème de glande avec mes hormones qui m'ont rendu gigantesque. OK. Et ben, comme Hergé, j'ai été scout, j'ai fait de la BD et j'ai été accusé de collaborer avec l'extrême droite européenne, mais ça, c'était juste une erreur sur la personne pour le 3e cas. Ça a été une drôle de période dans ta vie, ça, Guillaume. Ben, c'était hier, mais... Il s'est passé des choses au grand défi Pierre Lavoie. Est-ce que vous recommanderiez cette BD à votre mère? Ben oui, probablement. Oui, ben moi oui, aussi. Pourquoi pas? Alex? Je sais, faudrait que je pose la question. Je sais que mon père l'a peut-être déjà vu en vrai, André, mais ma mère, faudrait que je pose la question. Mais oui, effectivement, ça se lit assez bien, puis une époque qui lui rappellerait certainement sa prime jeunesse. Oui, je le recommanderais à ma mère parce que tout le monde connaît Tintin, puis quelqu'un qui connaît Tintin, mais pas trop, lirait ça, puis il dirait « Ah ouais! » Mais est-ce que ta mère a entre 7 et 77 ans? Oui. OK, c'est beau. Je vais juste vérifier. L'accord BD Breuvage pour votre bande dessinée. En terminant, alors, pour Turing, eh bien, tout simplement un bon jus de pomme avec un nuage de cyanure. Ça serait parfait. Moi, j'irais avec une tisane d'herbe, mais je dis pas quel genre d'herbe. OK. Tu sais, ça se peut qu'il crée quelques hallucinations. OK, c'est bon. Ben, moi, en fait, n'importe quel breuvage, en fait, tant qu'il est en quantité industrielle, ça va être, en fait, n'importe quoi que tu peux acheter à Sac Dépôt. Moi, j'amènerais André à Sac Dépôt, je pense, parce que à la place. on aurait des très bons deals. Monsieur Plante? Oui, ben, les aventures de Hergé, la passée de saveur, c'est belge et tintinesque. Et il y a mention d'un cocktail qui s'appelle le French là-dedans, que c'est du gin et du noyer Prat, mais c'est presque un Negroni. Fait que buvez ça avec un Negroni, c'est super de bon. J'ai rien compris. Tu bois pas. Parler italien, Negroni, quoi. Je sais bien. C'est ça. OK, maintenant, il nous reste quelques minutes à l'émission. Là, il faut en garder deux. Là. On n'a pas le choix. Le goniomètre demande 2 sacrifices. Et là, c'est encore la première fois que je vis ce moment-là. Eh oui. Je suis Alors, vraiment... faut un peu vendre notre BD. Alors, ce que je dirais de Turing, c'est que c'est quand même quelqu'un qui nous a permis par certains gestes de nous libérer des nazis. Déjà, je trouve ça quand même pas pire. Je trouve ça intéressant aussi justement, je parlais un peu du dessin tout à l'heure, que justement le dessin naïf, à première abord, c'est toujours un peu lettre. Non, mais c'est vrai, les personnages, ils ont des bras qui en théorie, touchent à terre, qui plient à des places qui sont pas supposées. Mais j'ai vraiment été très impressionné par justement les cases qui ressemblent un peu plus à du dessin technique, où il fait des vues en coupe. J'ai trouvé que c'était une belle façon de dire mon dessin, c'est pas juste ça, c'est pas juste des bonhommes un peu difformes. C'est vraiment un solide dessinateur. Puis je trouve que c'est une belle... c'est pas ennuyant de lire ça, des trucs comme ça. Il joue beaucoup avec aussi les rêves. Il y a beaucoup de séquences de rêves dans la BD. Très intéressant. Donc, ça permet un peu au dessinateur de s'éclater. Encore une fois, une belle palette de couleurs. C'est une belle histoire. Il y a tout... vers la fin, il y a une espèce de grande séquence d'une dizaine de pages où là, il explique tout le processus de décryptage de la machine Ligma. C'est vraiment super intéressant. C'est une très belle lecture, il y a même une séquence en noir et blanc un peu cauchemardesque, un trip de dessinateur, non? Bien intéressant. Donc, c'est BD sur Alan Turing. J'espère que le goniomètre sera clément envers elle. Non. Turing, on sait pas c'est qui, on le connaît pas. Mais voyons donc. J'ai jamais entendu à radio Turing, alors que California Dreamin', on l'a entendu maintes et maintes fois à la radio. Vous l'avez peut-être
peut-être même déjà dans votre playlist. Vous l'avez téléchargé, vous l'avez écouté, vous avez des souvenirs, vous avez peut-être déjà frenché dessus, dansé un slow, peu importe ce que vous avez fait, mais il y a une histoire derrière cette chanson-là qu'on connaît et qu'on aura dans la tête après que j'ai fini de parler. Et cette histoire, bien, on la raconte dans California Dreamin' et ça nous donne vraiment une autre perspective. On comprend peut-être autre chose. On sait comment la chanson a été construite, hein, mais ça, je vous l'explique pas. Mais encore là, elle était peut-être un peu têtue, Mama Cass, mais c'est elle qui a amené ce côté-là où on répète à la fin, c'est elle qui répète la deuxième partie des paroles. Mais c'est grâce à elle, c'est grâce à son acharnement finalement. Donc toute l'histoire de cette chanson-là qui est omniprésente dans nos vies, on la connaît dans California Dreamin'. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, ben on a aussi une liste de chansons si on a envie d'approfondir, d'aller plus loin, et la biographie si on a envie d'en apprendre plus. C'est vraiment très très complet. Moi, je vois pas comment on pourrait faire gagner une BD qui passerait même pas le test qui porte le nom de la personne qui est dans la BD. La BD pourrait même pas passer le test de Turing. Puis juste, by the way, la chanson California Dreamin', ça commence par All the Leaves Are Brown, Bugs Brown, nom de mon auteur de ma BD. Aïe aïe, je pense que tout est dans tout. Ben oui, mais Alex, le test de Turing, là, c'est pour déterminer si t'es une intelligence artificielle. C'est un livre. Ben, c'est ça. Hein, qu'elle passe le test puis elle nous le dira après. Ben oui, mais c'est pas ça la question. Ah, laisse faire, François. Moi, je veux vendre ma BD, André the Giant Life and Legend. Le goniomètre n'a qu'à bien se tenir. Si jamais André est capable de revenir d'outre-tombe, s'il ne le laisse pas gagner, il va probablement aller le voir puis le péter parce qu'il est capable. Puis, pour avoir lu également la BD et avoir regardé le documentaire qui a été fait il y a pas longtemps sur André the Giant, ça vaut vraiment la peine. Belle BD, lisez ça. Je vais pas passer par quatre chemins. Sans RG, on serait pas en train de faire cette émission en ce moment même. On serait probablement en train de faire une émission sur les desserts, en train de débattre sur la pêche Melba en ce moment même. Alors, je trouve que le goniomètre devrait encore une fois, pour la 3e semaine consécutive, jeter un petit coup d'œil de mon bord. J'ai pas encore gagné, toujours finaliste. Mais je trouve ça chouette de parler de RG. Et je recommande à tous ceux qui disent que oui, RG, c'est un raciste à cause de Tintin au Congo. Ça dépeint l'homme avec un petit peu plus de profondeur. J'ai reçu le verdict final du goniomètre. Et là là. Et les BD sélectionnés seront André the Giant et California Dreamin'. Yeah! Wouhou! Très content. Ah, un peu, merci. Je sais pas quoi penser. Moi, je le savais que le goniomètre, il aimait ça, les bols pockets. Moi, j'aimerais ça voir Mama Cass faire un slam, un power slam à André le Géant du ring. Ben, c'est deux personnes de bonne stature C'est quand même pas physique, hein. Je Oui, sais oui, pas, oui, peut-être oui, le goniomètre, Ben c'est oui. un millénial avec une bonne stature physique. Peut-être. On le sait pas. Alors, écoutez, allez voter sur notre page Facebook. Ce sera en ligne probablement ce soir ou demain. Allez commenter également sur votre BD biographique favorite, facebook.com/RGCKRL. Également sur le Twitter, le hashtag MatraqueMolle. Allez télécharger nos balados sur iTunes, Google Play et E=RG2.com. La balado devrait être en ligne probablement ce soir si tout se passe bien. Allez vous abonner sur Google Play. Yo, on a une mise à jour de Google Play. Mise à jour de Google Play. C'est vrai? Nombre d'abonnés 1 à 100 depuis le début de l'émission. Non. Ben là, 4. Non, Guillaume. 100. Non, 0. Ah. On n'a toujours pas. Alors, Moi, oui. je veux juste dire que Google va bientôt lancer une plateforme de podcast. Et Arrête ça donc. risque de changer. Il faut être les premiers là-dessus. Je le sais, mais on est prêt. Moi, je vais être le premier, là. On fait l'upload, là. Le premier. Le premier. C'est là. Ouais. Ça En tout cas, surveillez Fait ça qu'il n'y aurait pas le choix de nous mettre featuring. en attendant Google Play. Ouais. Alors voilà, merci beaucoup. Tous nos collaborateurs. Tania Beaumont, merci beaucoup. Plaisir. Alex Drouin, merci beaucoup. C'est c'était André le Géant qui Ah, ok. faisait un chokeslam à quelqu'un. Ouais, on reconnaît pas tes mimes à radio, Alex. Mais mon cri primal était sensiblement très précis. Guillaume Plante, merci beaucoup. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, c'est la BD d'espionnage. Mon nom est François Angers. Je vous dis à la semaine prochaine. Après la pause, c'est l'émission Rock et Gaz sur CKRL.